Cette année, il y a l'un des actifs financiers préférés des investisseurs de l'histoire qui a battu ses anciens sommets historiques 2 fois de suite et qui a parfaitement réussi sa mission. Cet actif, c'est l'or. Je ne vais pas tourner 1000 fois autour du pot, vous l'avez vu dans le titre, qui est aussi actuellement très proche des 2500$, qui est un niveau encore jamais atteint avant ça. Aujourd'hui, on va faire un focus complet sur ce métal précieux, sur son histoire, qui date d'il y a 1600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 2024 sur les marchés financiers. L'objectif, c'est vraiment de se créer une vue d'ensemble pour être capable de prendre ses propres décisions d'investissement et d'avoir un gros focus et un gros niveau de compréhension sur une grande palette d'actifs. Si ce format vous plaît, le format tout savoir sur, on pourrait le refaire sur d'autres actifs comme par exemple le S&P 500, d'autres métaux précieux, les cryptos, etc. Donc j'attends vos retours en commentaire et évidemment vos meilleurs 5 étoiles sur les plateformes de streaming si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous sur Investia, le podcast finance et investissement. Je m'appelle Lovig et aujourd'hui on va parler de l'or. Déjà, merci beaucoup pour tout votre soutien depuis le lancement de Investia. On a déjà fait plusieurs épisodes et le podcast est 2e sur Apple Podcast dans la catégorie investissement. C'est exceptionnel. On est devant Yomi Denzel par exemple. Incroyable, merci à vous. Si vous voulez continuer de soutenir, évidemment, continuez de vous abonner et d'aimer et de commenter. On peut aussi commenter sur Spotify et sur Apple Podcast d'ailleurs, si vous le saviez. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je fais une petite précision. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je mets ma caméra, mais j'illustre pas comme d'habitude, je regarde pas la caméra, etc. C'est parce qu'en fait, c'est un podcast. Et donc, j'ai mon ordi qui est juste devant moi et je lis mes notes, parce que sinon, vous vous doutez bien que faire 50 minutes sur la création monétaire de tête, c'est chaud, les potes, et c'est très compliqué d'être concis. Donc après, je me suis dit que plutôt que simplement vous mettre la piste audio et juste vous drop le podcast comme ça sur YouTube, autant me filmer pendant que je le fais, pour ceux qui apprécient. Mais c'est un format qui se consomme comme un podcast. D'ailleurs, je suis aussi très friand de savoir comment est-ce que vous consommez ce podcast. Personnellement, je le fais beaucoup quand je cours ou quand je nage, parce que j'ai des écouteurs qui vont dans l'eau et ça, c'est incroyable, parce que putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quand on nage. Et du coup, j'ai des écouteurs exprès pour ça, qui me permettent d'écouter des podcasts et tout. Je vous donnerai la ref. Même pas le lien affilié en plus. Donc redites-moi comment est-ce que vous consommez ce podcast. On y va. Pour commencer, c'est quoi concrètement de l'or ? L'or, c'est un minerai malléable qui ne rouille pas, que l'on retrouve à plusieurs endroits sur la planète, en Chine, en Australie, même en France, vers Limoges, d'après de récentes recherches, comme quoi il y a des choses qui se passent à Limoges. L'or, c'est considéré comme un métal précieux, qui est rare, qui est durable, qui est très difficile à fabriquer et qui est très donc difficile à produire en grande quantité. Chaque année, c'est environ 2300 tonnes d'or qui sont produites dans le monde entier, ce qui représente seulement 85 semi-remorques. C'est pas énorme du tout. En fait, c'est un minerai qui est tellement rare que même dans les mines, c'est très difficile de le voir. Et est-ce que vous savez d'où vient l'or à l'origine ? Et ça se raconte dans un petit apéro dînatoire, un petit dîner, ce que vous voulez. L'or à l'origine vient de l'espace. L'or vient bien de l'espace. L'or est extraterrestre. Donc, techniquement, vos bijoux aussi sont extraterrestres. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si oui ou non la pépite que vous avez trouvée pendant vos recherches est bien de l'or, vous avez 2 options. Soit vous tapez dessus avec un marteau, comme c'est malléable, ça devrait s'affaisser et pas se casser. Ou alors, si vous pensez que c'est de l'or brut, vous pouvez voir s'il brille, et si c'est le cas, c'est pas de l'or véritable. Désolé. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, les individus s'échangeaient des biens avec des objets qui avaient de la valeur à leurs yeux. Ça pouvait être de tout, des épices, des animaux, même de la nourriture. Mais forcément, c'est un peu plus complexe de se balader en permanence avec des poulets sur moi, au cas où j'achète un truc, plutôt que d'avoir par exemple un portefeuille qui rentre dans ma poche. Donc rapidement, l'or fait office de monnaie d'échange. Et la notion de devise fait ses premières apparitions. En 1600 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont été parmi les premiers à exploiter des mines d'or. Et en 600 avant Jésus-Christ, on retrouve certaines pépites d'or à Sardis, en Lydie, qui est une zone centrale du commerce à cette époque, située entre les 3 gros continents. Aujourd'hui, c'est un territoire qui fait partie de la province turque, mais même si l'or est de plus en plus utilisé, c'est pas encore le cas dans tous les échanges. Du coup, certaines personnes vont trouver une solution dans la rivière Pactolus, ou Pactole, qui passe pas loin, et dans laquelle se trouvent de nombreuses pépites d'or. Quand vous dites que vous avez touché le Pactole, vous savez maintenant d'où ça vient. Putain, quelle valeur ajoutée ce podcast. Si c'était moi, je mettrais vraiment 5 étoiles. Vers 550 avant Jésus-Christ, le roi Crésus de Lydie
décide de créer une pièce d'or pour donner de la valeur à la monnaie. Il se portait garant de cette valeur. Par exemple, si vous ne pouviez plus acheter des choses avec 5 pièces d'or que vous aviez l'habitude de prendre, le roi garantissait quand même la transaction. C'est la naissance de la monnaie, avec l'or comme métal précieux qui sert à fabriquer les pièces. Vient ensuite l'Empire romain, qui a littéralement construit sa civilisation autour de l'or. À cette époque, ce métal il est devenu une vraie monnaie d'échange. Et malgré le fait que les civilisations soient très différentes, il a toujours été perçu comme un objet ayant de la valeur. Partout dans l'histoire et partout sur la planète, l'or a toujours eu une certaine valeur. Une once d'or reste une once d'or, peu importe qui vous êtes et peu importe ce que vous voulez acheter. Quand l'Empire romain chute en 476 après Jésus-Christ, les mines d'or stoppent leur production. Et sans or, le commerce de l'ancienne Europe s'arrête. Après l'essor et après la chute de Rome pendant l'Antiquité, il y a eu une longue période pendant la... Mon chien est littéralement en train de détruire tout ce qui se passe, je sais pas si vous avez entendu ce bruit terrifiant. Après l'essor et après la chute de Rome pendant l'Antiquité, il y a eu une longue période pendant laquelle l'or n'était plus trop exploité, les mines étaient toujours à l'arrêt, même si du côté de l'Empire byzantin, le solidus, qui était une pièce d'or de 4,4 grammes d'or, était la monnaie la plus courante. Et d'ailleurs, c'est la monnaie qui a circulé le plus dans les échanges pendant plus de 700 ans. À ce moment-là, la majorité du commerce se fait à Constantinople, qui est l'actuel Istanbul. Au XIIIe et XIVe siècle, les civilisations aztèques et incas sculptaient des statues en or massif. Mais ce trésor a été pillé par les conquistadors à leur arrivée au début du XVIe siècle. Ce qui nous amène au Moyen-Âge, quand une ville renaît des cendres de l'Empire romain, la ville de Venise. Venise devient rapidement la nouvelle plaque tournante des échanges puisqu'elle est très bien située avec son ouverture sur la mer Méditerranéenne. Grâce à son statut, la ville a une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire qu'elle exporte plus de marchandises que ce qu'elle importe. Ce qui lui permet du coup de récolter massivement de l'or, puisque c'est toujours la monnaie d'échange la plus courante. Dites-vous que après une bataille contre Constantinople, Venise est tellement puissante que c'est les Vénitiens eux-mêmes qui fixent le prix de l'or dans le monde entier. Chaque matin, chaque après-midi, il y a une cloche qui sonnait dans la ville pour annoncer les prix du cours de l'or. Mais quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, il découvre aussi un territoire plein de ressources naturelles. Et du coup, petit à petit, le centre du commerce mondial passe de la Méditerranéenne vers l'Atlantique. Et généralement, ceux qui possèdent le plus d'or sont les plus puissants. On voit bien que depuis des milliers d'années, l'or a toujours été perçu comme un critère de valeur. Et c'est pas terminé. Avec la naissance de l'Empire britannique, la ville de Londres voit le jour. En 1919, vous voyez qu'on a fait un bond en avant de 500 ans, il y a des marchés qui sont organisés. Des marchés organisés sont créés comme le marché de l'or à la bourse de la ville. À ce moment-là, c'est l'un des plus anciens et des plus importants marchés spécialisés dans les métaux précieux. L'or devient peu à peu un actif financier. Mais avant de devenir un actif démocratisé comme aujourd'hui, il manque une étape très importante à son histoire, qui est son lien avec les États-Unis. Le dollar et l'étalon or, si ça vous parle. Au début du 19e siècle, les États-Unis ont un gros retard économique. Après plusieurs dizaines d'années passées sous l'emprise coloniale, leur expansion est possible uniquement avec de l'espèce, en petite monnaie. Le truc, c'est que les importations du pays sont plus importantes que les exportations. Du coup, la monnaie sort du pays pour payer les nations exportatrices, ce qui va du coup l'empêcher de se développer rapidement. C'est globalement exactement l'inverse du cas de Venise. La petite monnaie, qu'on appelle aussi monnaie papier, est donc créée par les banques. Chaque banque pouvait émettre sa propre monnaie qui avait sa propre valeur. C'est comme si aujourd'hui un client de la Société Générale n'avait pas le même argent qu'un client à la BNP. Sauf qu'ils ont la possibilité d'échanger ces billets contre leur valeur en or, si besoin. Le problème au début, c'est que la monnaie, elle est imprimée par le gouvernement sans contrepartie. Du coup, elle est perçue comme n'ayant pas de valeur, genre on imprime juste du papier de billets de Monopoly. C'est qu'un bout de papier, en fait, ça sert à rien. Et vous allez voir qu'à terme, ça sera plus vraiment un problème. Mais rapidement, les banques vont garantir les nouveaux billets imprimés grâce à l'or qu'elles détiennent. Les billets émis par les banques privées deviennent les plus utilisés aux États-Unis, et comme les populations arrivent massivement sur ce continent perçu comme le Nouveau Monde, son développement s'accélère. Sauf que de l'autre côté, l'offre en or n'augmente pas aussi rapidement que la vitesse à laquelle sont créés les nouveaux billets. Les techniques de minage se sont certes améliorées, mais la quantité d'or qui est produite chaque année reste assez faible.
Le système monétaire il est plutôt instable, avec plusieurs monnaies, très peu d'or pour les garantir. En 1848, après la faille de plein de banques, les États-Unis vont se libérer de ce problème. Les fameuses ruées vers l'or de Californie ont placé le pays comme puissance montante à l'échelle mondiale. Les États-Unis rattrapent leur retard, mais 10 ans après, en 1857, on a une grosse récession qui vient frapper le pays. Un bateau devait amener une grande quantité d'or à Wall Street depuis San Francisco pour aider à redresser le pays, sauf que pendant son voyage, il termine en plein milieu d'une tempête, il fait naufrage, et l'or qui était censé sauver le pays avait disparu au fond de l'océan. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés le récupérer? Je pense. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un masque, un tuba et un billet d'avion vers San Francisco? Je pense pas. Après ça, on a eu la guerre civile de 1861, une guerre qui a déréglé littéralement tout le système financier basé sur l'or qui avait commencé à être créé. Les billets qui étaient garantis par de l'or ne sont plus garantis, tout simplement parce que les banques n'ont plus d'or à leur disposition. Et c'est globalement une décennie qui est très complexe, qui va donner naissance au plus célèbre des billets verts, aujourd'hui, le dollar. En fait, le dollar avait été accepté en 1792 comme monnaie officielle, mais son utilisation n'était pas folle à l'époque et elle s'est vraiment accélérée à cette période-là. Sauf que, contrairement aux billets précédents, le dollar il n'est pas garanti contre de l'or. Du moins pas au début. Par contre, le gouvernement a décidé qu'il aurait quand même de la valeur. C'est ce qu'on appelle de l'argent par décret. Ils essaient de trouver des solutions, mais à chaque fois, il y a des problèmes. Cette fois-ci, c'est le fait que la valeur de l'or et du dollar, elle fait que de bouger. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les échanges possibles plus facilement? Parce que, en fait, si je veux t'échanger un poulet à midi, ça n'a pas le même prix qu'un poulet le soir, et donc c'est très très compliqué pour les échanges. Donc comment on fait pour les rendre plus faciles? On va créer le marché de la salle de l'or à Wall Street, qui est l'un des marchés de l'or les plus importants au monde. Mais les États-Unis n'arrivent quand même pas à se détacher de l'or pour garantir leur monnaie. C'est pourquoi de 1879 à 1914 à peu près, ils passent à ce qu'on appelle l'étalon or. L'étalon or, c'est un système monétaire dans lequel la valeur des monnaies était directement liée à une quantité spécifique d'or. Ouais, en fait ils ont fait juste un petit retour en arrière, mais ils ont cette fois qu'une seule monnaie en circulation, cette fois c'est le dollar. L'étalon or est donc utilisé dans la majorité des pays à travers le monde. Les gouvernements garantissaient que leur monnaie pouvait être échangée contre une quantité fixe d'or, ce qui aidait à stabiliser les échanges internationaux et qui limitait l'inflation. Ok, bon, on a l'air d'avoir trouvé un système qui fonctionne globalement, sauf, parce qu'il y a tout le temps un sauf, qu'on arrive dans la première décennie des années 1900, la Première Guerre mondiale. Ce conflit vient éteindre tout le système qui a été mis en place puisque c'est la première fois que les populations dépensent autant d'or pour financer la guerre. En plus, après ça, il y a la Grande Dépression des années 30 et tous les Américains veulent échanger leurs billets contre de l'or. En une semaine, c'est 15% des pièces d'or qui disparaissent de la circulation, avec plus de 5000 banques qui font faillite. 5000 banques. C'est aberrant. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe à peu près bien, on se mange un retournement de situation. Bienvenue en économie. Mais l'or reste ce qu'il est. Et malgré toutes les péripéties, toutes les tempêtes qu'il y a autour de lui, il continue son chemin. Roosevelt, le président des États-Unis à l'époque, retire le pays de l'étalon or le 4 mars 1933. Il retire toutes les pièces d'or de la circulation. C'est la toute première fois que l'or ne circule plus comme monnaie. Il n'y a plus que le dollar. Maintenant, les États mettent l'or en lingots. Ils le stockent pour garantir la valeur des billets qui sont imprimés, avec une once d'or égale tant de dollars en papier. Donc en gros, cette fois, on met l'or dans les coffres pour mettre en avant le dollar qui est backé, qui est collatéralisé globalement par de l'or. Mais la demande de monnaie est toujours plus forte que l'offre d'or disponible. Les gouvernements se demandent alors si un système basé sur l'or est encore pertinent, puisque la quantité d'argent qu'il est possible d'émettre est toujours en partie liée à l'or, même si l'étalon or n'est plus la norme. Quoi qu'il en soit, on arrive doucement à la Seconde Guerre mondiale, et cette fois les États-Unis vont clairement en profiter. On estime qu'après 1949, ils possèdent plus de la moitié de tout l'or disponible dans le monde. Ça fait 22 000 tonnes. Et en fait, comme la guerre n'a pas touché physiquement leur pays, ils sont en position de force. Du coup, du côté de l'Europe, toutes les nations doivent se reconstruire, et pour ça, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent acheter du dollar en échange de l'or qui leur reste, et donner l'or qui leur reste aux États-Unis. C'est en partie comme ça que le dollar est devenu la monnaie la plus forte et que les États-Unis ont réussi à faire grossir leur stock d'or.
en vendant du dollar contre de l'or aux pays en reconstruction. Mais de 1955 à 1975, on a la guerre du Vietnam qui vient inverser la tendance. Les États-Unis sont obligés de racheter du dollar, ce qui diminue leur stock d'or. Cette fois, c'est eux qui font la guerre, cette fois, c'est eux qui ont besoin de s'endetter et de donner de l'or pour racheter de la monnaie. Face à ça, ils vont pas laisser les choses se faire et le président Nixon va proposer une solution très simple. Au pire, vous savez quoi les mecs ? Ça nous avantage plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va arrêter d'accepter du dollar contre de l'or. Roosevelt avait commencé à se détacher de l'or avec la fin de l'étalon or et Nixon vient vraiment couper les liens entre le dollar et l'or en mettant fin aux accords de Bretton Woods, les accords de 1933, qui avaient servi à mettre en place un système monétaire international lié au dollar, qui était lui-même convertible en or. Maintenant, le lien entre la monnaie papier, le dollar et l'or est totalement rompu. Il n'y a plus de pour acheter du dollar, tu dois donner tant d'or. Non, c'est uniquement la confiance qu'ont les acteurs économiques envers la monnaie qui lui donne sa valeur. C'est globalement notre système actuel qui est extrêmement critiqué et certaines personnes pensent que c'est l'une des plus grosses erreurs du siècle. Cette solution, elle permet en théorie à chaque pays de gérer plus librement son système monétaire sans dépendre d'un autre actif. Et au passage, si on peut avantager les États-Unis qui avaient plus trop d'or, ça peut être sympa. Bon, si on fait un bilan rapide, l'or a été utilisé pendant plus de 2000 ans comme monnaie, un record qui n'a jamais été battu. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 tonnes d'or dans le monde, avec 50% en bijoux, 21% détenus par les banques centrales et les institutions, mais 50% en bijoux quand même. Et le reste, c'est des investissements privés, de l'utilisation industrielle, informatique, etc. Et même si l'or n'est plus du tout utilisé pour garantir une monnaie, les banques centrales en conservent toujours une partie dans leurs réserves. C'est un peu devenu une sorte d'actif sécuritaire qui permet aux États de protéger leur richesse nationale. En Europe, la Banque centrale possède 500 tonnes d'or dans ses réserves, ce qui lui permet de renforcer la confiance envers le système financier ou de stabiliser l'économie dans des périodes un petit peu plus incertaines. Le fait qu'elle possède de l'or, ça lui permet aussi de diversifier ses réserves pour réduire les risques associés aux fluctuations des devises. Et de toute façon, l'or reste et restera toujours un symbole de valeur et de prestige. Posséder de l'or, ça donne un pouvoir et une influence sur la scène internationale, c'est comme ça. Aujourd'hui, les États-Unis possèdent 8000 tonnes d'or, l'Allemagne en a 3300 et l'Italie en a 2400. Ce sont les trois principaux pays qui en détiennent le plus dans le monde. Nous, on est juste derrière, avec 2437 tonnes d'or en réserve pour la France. D'ailleurs, l'or français, il est conservé dans un endroit ultra sécurisé qu'ils appellent la souterraine. C'est un lieu qui est à 27 mètres sous terre. Est-ce qu'on sait où c'est ? Je sais pas. Et depuis 2009, le stock d'or français n'a pas bougé. Selon la Banque de France, ils n'ont pas l'intention de le vendre, ils n'ont rien touché du tout. Ils gardent ce qu'ils possèdent parce qu'ils contribuent à la solidité du bilan de la Banque de France et donc à sa crédibilité. C'est très crédible d'un point de vue international d'avoir un gros stock d'or qui ne bouge pas. Et d'ailleurs, il y a certains pays comme le Canada qui, eux, n'ont pas d'or dans leurs réserves. Chacun a sa stratégie. Le pays a tout vendu dans les années 60 pour diversifier ses actifs et pour se concentrer sur des instruments financiers plus liquides et donc plus facilement négociables que de l'or physique stocké dans des coffres. Bon, l'histoire de l'or, elle est intéressante. Mais nous, ce qu'on veut, c'est parler d'investissement. D'ailleurs, dites-moi, j'essaie vraiment de prendre vos retours dans les podcasts, si ce point un peu historique vous plaît et vous aide, ou est-ce que vous êtes un peu plus concentré sur l'investissement et si on peut le faire un peu plus court, ça serait cool. Dites-moi vraiment, moi c'est un truc qui m'intéresse, mais bon, je peux comprendre que ça ne soit pas au goût de tout le monde et que tout le monde n'ait pas le temps de se taper l'histoire de l'or dans l'Empire byzantin. Même si ça se raconte quand même dans des petits apéros, avec une petite tire roulée là au saumon. Non, pas au saumon. Tire roulée avec la saucisse là entourée du truc, c'est trop bon ça. Bref. Comment ça se passe du côté investissement pour l'or ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Au début du XXe siècle, on pouvait investir dans l'or de plein de façons. On pouvait acheter des pièces d'or, on pouvait acheter des lingots d'or pour ceux qui avaient les moyens. Il y avait aussi les certificats d'or qui permettaient aux investisseurs de détenir de l'or physique sans avoir à vraiment le posséder ni à le stocker. Mais globalement, les investisseurs détenaient de l'or physiquement chez eux ou dans des coffres. En 1971, à la fin de la convertibilité du dollar en or, le marché de l'investissement sur cet actif a explosé. Très rapidement, les possibilités d'investissement se sont démocratisées. Petit à petit, il devient possible d'investir dans l'or papier sur les marchés financiers,
C'est notamment le cas avec les premiers ETC qui sont apparus en France en juin 2007. Un ETC pour Exchange Traded Commodities, c'est un actif qui va répliquer les performances d'un actif sous-jacent. C'est un peu comme un ETF, pour ceux qui connaissent, qui va répliquer le cours d'un panier d'actifs et qui va faciliter l'accès à un investissement. En gros, on prend un panier d'actifs. Je prends souvent l'exemple de, tu prends Tesla, Apple, Microsoft et un petit dernier, Alphabet, Google. Tu fais un panier et tu proposes non pas d'investir dans chaque actif différemment, mais dans le lot de ce panier-là. Donc en gros, ton ETF, ton panier, suit les performances pondérées de chacun des actifs. Ici, c'était pareil, mais simplement pour l'or. En 1934, les États-Unis avaient fixé le prix de l'once d'or à 35$, donc 31 grammes d'or valait 35$, et le 20 août dernier, l'once d'or se transigeait aux alentours des 2530$ pour la première fois de l'histoire. Depuis 1971, l'or offre 7,98% de performance par an en moyenne, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans. Sur les 5 dernières années, c'est 90% de performance, qui est exceptionnel pour un actif traditionnel. Par contre, ce sont les performances non ajustées de l'inflation. Évidemment, si on prend en compte l'inflation, le prix le plus haut jamais atteint par une once d'or, il a été touché en février 1980, et il est autour des 2650$. Ça montre quand même que l'or performe extrêmement bien depuis quelques années, puisqu'on s'approche actuellement de l'ancien sommet le plus haut ajusté de l'inflation. Ce qui est sûr, c'est que les performances sont très intéressantes sur le papier. Investir de l'or, c'est connu, c'est un peu comme l'immobilier, il y a cette notion de « wow, ok, c'est une valeur sûre ». Sauf que si on retrace un peu l'histoire de l'or comme on l'a fait, on s'aperçoit que depuis des milliers d'années, c'est un actif avec une valeur, un actif précieux grâce à sa rareté. C'est l'une des raisons qui pousse les investisseurs à en acheter, en plus de leur permettre de se diversifier, puisque l'or, c'est un actif qui n'est pas corrélé aux actions, aux obligations, etc. Enfin, plus ou moins. En plus, c'est devenu un actif qui est très liquide. C'est très simple d'en acheter sur un PEA, sur un compte titre. Par contre, l'or physique a quelques inconvénients et quelques risques liés au stockage, à la conservation, à la revente, etc. Mais la principale raison pour laquelle les investisseurs décident de placer du capital sur cette matière première, elle vient de sa capacité à protéger son capital contre les potentiels risques et contre l'inflation. Actuellement, c'est le seul actif au monde qui est perçu comme une réserve de valeur à long terme. En période d'incertitude, l'or a tendance à conserver, voire à prendre de la valeur, ce qui protège le capital investi, et avec la dévalorisation du dollar que l'on observe depuis plusieurs décennies, il est clairement en train de devenir un actif refuge très puissant. D'ailleurs, il y a une paire qui est très intéressante pour voir un petit peu où on est dans l'économie, c'est la paire entre l'or et le cuivre. Si le cuivre surperforme l'or, ça veut dire que nous sommes dans une période de croissance économique, parce qu'en fait on utilise beaucoup le cuivre qui est un matériau pour produire, un matériau de production, ça veut dire qu'on produit beaucoup. Et par contre, si l'or surperforme le cuivre, ça veut dire que, oula, doucement, on calme un peu, on n'est pas dans une grosse période de croissance, de production, etc. Et ça peut être inquiétant, oui et non, mais ça peut être en tout cas préoccupant. Actuellement, si vous voulez savoir, l'or explose le cuivre. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Bon, j'ai oublié une petite partie de mon podcast. C'est pour ça que si on a qui regarde avec la vidéo, si vous vous posez la question de pourquoi il n'a pas du tout la même tête et les mêmes vêtements, voilà pourquoi. On peut se demander comment l'or se comporte dans les différentes périodes de marché. Comment il s'est comporté pendant les dernières crises. Est-ce que si l'inflation augmente, est-ce que son prix suit directement? Et plus globalement, quel est son comportement de prix en fonction des différentes situations? On commence avec une période de marché où tout va bien. L'avant-Covid, entre 2016 et 2019. L'économie mondiale est en croissance, l'inflation est modérée, le chômage est tombé à un taux historiquement bas aux États-Unis. Dans tout ça, comment s'est comporté le prix de l'or? Il est passé d'environ 1000$ l'once en janvier 2016 à 1500$ en décembre 2019, une performance de 50% en 4 ans. Maintenant, on peut comparer ces mouvements à ceux de l'indice de référence mondial, le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines par capitalisation. De son côté, le S&P, et sur la même période, il est passé de 1900 à 3250$ environ, donc une perf de environ 70%. On peut faire la même chose sur la période de 1995 à 1999, qui était aussi une forte période de croissance, avec une inflation et un chômage relativement faibles, juste avant la bulle d'Internet. Pour l'or, on est à moins 25% de performance, et pour le S&P, on est à 220%. On remarque que, traditionnellement, l'or performe moins bien dans un environnement de croissance économique solide avec une faible inflation que le marché action. Et ça s'explique par une chose assez simple, qui est le fait que quand tout va bien,
les investisseurs préfèrent se positionner sur des actifs à risque qui offrent des meilleurs rendements. On reviendra là-dessus rapidement, mais jusque-là, tout est normal. Maintenant, si on regarde l'or et son comportement en période de crise. Si on regarde du côté de la bulle Internet, entre 2000 et 2002, quand le marché s'effondre, on a moins 50% sur le S&P 500 et 20% sur l'or. On peut aussi regarder pendant la fameuse crise des subprimes entre 2008 et 2009, du top du marché fin 2007 sur le S&P 500, au point le plus bas qu'on a jamais atteint en mars 2009, on est sur du moins 60% de performance. Pour l'or, même période, plus 32%. Donc, bon, la conclusion, il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études d'économie pour comprendre qu'en période de crise, l'or se positionne extrêmement bien comme actif refuge qui permet de se protéger des fluctuations. Les investisseurs le savent et préfèrent sécuriser leur capital en attendant que la situation se stabilise avec la phase de reprise, pour ceux qui ont vu l'épisode sur les crises économiques. Et on va quand même vérifier un dernier truc pour être sûr. Comment se comporte le prix de l'or pendant les périodes de forte inflation ? Comme ce qu'on a vu par exemple récemment après le Covid, où pour relancer l'économie, on a blindé et on a fait chauffer la planche à billets. En 2022, aux États-Unis, l'inflation elle est rapidement passée à 9% par an. En Europe, elle a même touché les 10% dans certains pays, c'est énorme. Après avoir oscillé entre 1600 et 2000 dollars de 2020 à 2022, son prix s'est envolé jusqu'à 2500 dollars, avec plus de 55% de performance au moment où j'enregistre cet épisode. Mais de l'autre côté, le S&P 500 a aussi très bien performé avec une perf de 57%. Le problème, c'est qu'au moindre mouvement de panique, c'est le marché action qui sera le plus touché. Et ça, on peut facilement le vérifier, puisqu'il a subi une baisse de 10% début août, quand les États-Unis ont annoncé des chiffres décevants au niveau du chômage et qu'ils n'ont pas commencé leur baisse des taux. De son côté, l'or, c'est une hausse de 7% en 2 semaines. Ce comportement qui est très récent, là on parle vraiment de cette année, il montre encore une fois de plus la puissance de l'or pendant les périodes d'incertitude, quand les investisseurs deviennent frileux. Cet actif il est considéré par la majorité comme le moyen le plus optimisé de protéger son capital quand la peur s'empare des marchés financiers. Et je pense que c'est vraiment pas prêt de changer. Donc si on récapitule avec les performances annuelles pendant les crises, on est à moins 34% en 2022 pour le S&P 500, contre plus 4,6% pour l'or. Moins 30% en 2008 sur le marché américain, 8% pour l'or, plus 8% pour l'or, et plus récemment, moins 13% en 2022 pour le marché action, contre plus 5,6% du côté de l'or. Donc l'or, ça fait quand même pas mal de points positifs. Je vais pas vous faire 1000 explications sur l'intérêt d'investir dans l'or, parce que je trouve qu'il est assez évident, et tout le côté histoire qu'on a mis en place, il sert à ça. Il sert à vous faire comprendre que, ouais, investir dans l'or, c'est utile. Investir dans l'or, c'est rentable. Et surtout, c'est l'un des actifs qui a le plus grand historique, enfin, c'est l'actif avec le plus d'historique de l'histoire. Et donc, forcément, ça donne un niveau de sécurité extrêmement élevé et de confiance des investisseurs. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer à sa stratégie d'investissement ? Déjà, à qui s'adresse ce type d'investissement ? Je dirais que pour ceux qui ont un capital plus faible, c'est peut-être pas l'actif qui a le plus de sens d'acheter si vous êtes déjà exposé à d'autres actifs, comme par exemple des ETF. Concrètement, si vous avez 100 voire 500 euros à investir chaque mois, vous pouvez investir dans l'or, hein, évidemment, qui a fait des très bonnes performances, mais peut-être que concentrer son investissement sur un seul, voire 2 actifs peut être intéressant. Parce qu'en fait, avec 100 euros par mois, par exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter plein de trucs, ça sert à rien de trop se diversifier. Vous allez diluer des très petits montants et le retour sur investissement ne fera pas une grande différence. Par contre, si vous débutez l'investissement, pourquoi pas s'exposer à l'or ? Très certainement, oui. Ça semble plutôt pertinent en ce moment, vu la situation avec l'inflation qui est passée de 1,5% en 2021 aux USA à 9% en 2022, par exemple. Après, faites attention parce que on dit souvent que quand on est en crise, c'est là qu'il faut acheter de l'or. Non, c'est pas si vrai que ça. L'or, il permet de se protéger contre l'arrivée de la crise. Donc, les gens achètent de l'or avant la crise. Et quand on est en crise, les gens vendent de l'or pour avoir de la liquidité. Donc attention un petit peu, je sais que tout le monde dit oui, il faut acheter de l'or quand on est en crise, on est en récession. Non, pas forcément. Il faut acheter de l'or avant. Et c'est pour ça que le prix a augmenté ces derniers mois et ces dernières années, parce que
on est dans une période d'incertitude et la valeur de l'or se crée dans les périodes d'incertitude. Elle ne se crée pas forcément dans les périodes de crise. Ensuite, si vous avez un portefeuille qui est déjà bien en place mais que vous n'avez pas d'or, ça pourrait se réfléchir. Tout va vraiment dépendre de votre profil d'investisseur, comme d'habitude, mais c'est évidemment toujours intéressant d'allouer un pourcentage de votre portefeuille dans de l'or. Le pourcentage, il va forcément varier en fonction, je pense, de deux choses. De la valeur de votre patrimoine. Je pense que plus le patrimoine est haut, plus il est intéressant d'avoir de l'or, parce que l'or a une vraie valeur, a une vraie notion de réserve de valeur, et plus on a un patrimoine élevé, plus on veut protéger notre capital, contrairement à si on a un patrimoine un petit peu plus faible et un niveau de risque généralement plus élevé. En général, c'est quand même assez corrélé, pas tout le temps. Et le deuxième élément, c'est en fonction de la situation actuelle. Si on est en période d'incertitude, comme actuellement, acheter l'or est pertinent. Si on est dans une période de croissance économique, donc d'évolution, là, les actifs vont surperformer l'or, et donc il peut être intéressant de se positionner plutôt sur de la bourse, des cryptos, etc. Ça dépend vraiment. Et je pense que dans un investissement dans l'or, la chose la plus importante, c'est de savoir quand l'or performe et quand l'or ne performe pas. De pouvoir un petit peu avoir une pondération d'un pourcentage de votre portefeuille qui rentre et qui sort sur de l'or, et qui par exemple peut être varié avec des actifs, des actions, des ETF, etc. Maintenant que vous savez si oui ou non vous allez acheter de l'or, comment on fait pour l'acheter? Comment on s'expose au prix de l'or? Il y a plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez acheter de l'or physique sous forme de bijoux, de pièces de monnaie, de lingots ou de pièces de collection. Par contre, soyez vraiment conscient que c'est contraignant. C'est plus contraignant qu'un investissement papier. Les frais sont souvent plus élevés dans les bureaux de change et vous pouvez vous exposer au risque de vol. Mais l'or physique a l'avantage le plus important, c'est que il vous appartient réellement. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter des ETC, les fameux actifs qui se chargent de répliquer le cours de l'or. Il y en a plusieurs, comme le eShares Physical Gold, le Amundi Physical Gold ETC. Ce qu'il faut vraiment vérifier avant d'investir, c'est la taille de l'encours du fonds. Est-ce qu'il y a plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros ou de dollars investis dessus? Ensuite, vous pouvez vérifier la quantité d'or qu'il possède réellement dans ses réserves et aussi où est-ce que les lingots sont stockés. Et enfin, vérifiez toujours une chose dans tous vos investissements, les frais de gestion, s'il y en a. Les frais d'entrée, les frais de sortie. Pour des ETC, comme ceux que je viens de citer, on est aux alentours des 0,3%, ce qui est relativement cohérent. Par contre, faites attention aux frais. Si vous investissez via votre banque, ça sera forcément un petit peu plus élevé. Pour ce qui est des supports d'investissement, vous avez le choix entre un plan d'épargne en action, un compte titre ordinaire ou une assurance vie. C'est des supports que j'aborde dans l'épisode sur comment j'investirais 10K pour générer 10% par an, qui est sur toutes les plateformes. Il est sorti il y a quelques semaines. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir plus sur ces trois types d'investissement, de support d'investissement. Ensuite, vous pouvez vous exposer à l'or en détenant des actions aurifères, c'est-à-dire des actions d'entreprise qui travaillent sur le marché de la matière première, comme les sociétés minières. On appelle ça un investissement proxy. En gros, un investissement proxy, c'est une exposition indirecte au mouvement de prix d'un actif via un autre actif. Je prends toujours cet exemple-là, parce que je le trouve assez parlant. Imaginez que je veux investir dans le tourisme éco-responsable, parce que je me dis que ça y est, là, les Américains, ils ont eu un coup de fouet, ils se sont dit que ça suffit de faire des croisières qui polluent de fou, et ils vont se concentrer sur du tourisme beaucoup plus éco-responsable, c'est un marché qui va exploser. J'ai plusieurs possibilités. Soit j'investis par exemple dans une société, et les actions d'une société qui fait du tourisme éco-responsable, qui propose des services, ok. Mais par exemple, ce que je peux aussi faire, c'est investir dans une société qui fait des vélos électriques. Pourquoi? Parce que si le marché du tourisme éco-responsable explose, le marché des vélos électriques va exploser aussi. Et c'est ça un investissement proxy. C'est une exposition indirecte au mouvement de prix d'un actif, donc au mouvement de prix de mon entreprise de tourisme éco-responsable, via un autre actif, via l'actif qui est celui de l'entreprise de vélo électrique. Ici, on peut s'exposer à l'or via les mouvements des actions des minières d'or, qui sont relativement corrélées, mais qui peuvent éventuellement proposer des performances qui normalement sont supérieures. Ça augmente, en fait, ça garde l'exposition à l'or, je reste exposé aux fluctuations de l'or, mais par contre, je rajoute une marge d'exposition avec des performances et un ratio risque-récompense qui est un petit peu plus élevé. Donc, on peut généralement diversifier son exposition à l'or avec, par exemple, sur 100 $, mettre 50%, 50 $ dans l'or papier et 50 $ dans des minières. Ça peut être une façon de s'exposer à l'or.
Les performances des minières, c'est quelque chose qui se vérifie assez bien. Et si on regarde les actions minières de Bitcoin, par exemple, elles ont toutes fait des multiples plus intéressantes que Bitcoin lui-même sur l'année 2023. Mais est-ce que ça se vérifie pour l'or ? Sur une période de 5 ans, les principales actions minières d'or, qui sont Newmont Mining Corporation, Berry Gold Corp ou Anglo Gold Ashanti, elles n'ont pas vraiment surperformé l'actif de base. L'or, il a fait 90%, on a à peu près 40% pour Newmont Mining, 45% pour Barrick Gold. Par contre, Anglo Gold Ashanti a fait une performance de 190% sur les 5 dernières années. Le problème, c'est que évidemment, c'est très compliqué de choisir l'action qui va surperformer les autres. Comme je vous l'ai dit, il y a un ratio risque-récompense qui est plus élevé. Et en plus de ça, les performances, elles sont calculées du plus bas de la période vers le plus haut, ce qui est presque impossible à faire en investissement. Les actions minières sont globalement plus volatiles, mais on va pas s'arrêter là. Comme c'est difficile de choisir la meilleure action parmi toutes celles qui sont proposées, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit ETF qui pourrait pas nous permettre d'investir justement dans un panier d'actions minières ? Eh ben si, il y a le Van Eck Gold Miners, qui est un ETF qui achète les principales actions minières d'or, mais aussi d'argent, dans le monde entier. Et sur les 5 dernières années, il a fait 70% de performance environ. Du coup, est-ce que c'est intéressant de prendre plus de risques pour s'exposer à l'or ? Alors j'ai pas l'impression, et même si on prend une période plus longue, de 10 ans par exemple, l'or est à 105% contre 85% pour l'ETF. Conclusion, ça sert pas à grand chose de vouloir surperformer l'or, puisque c'est extrêmement difficile, sauf si vous avez vraiment envie de faire moins bien en termes de performance, ou sauf si vous êtes vraiment spécialisé là-dedans, que vous faites vraiment vos recherches, et là, vous pouvez trouver par exemple la minière qui va surperformer les autres. Vous avez aussi la possibilité de vous exposer au cours de l'or via des comptes de stockage privés auprès d'une banque qui détient de l'or pour vous, mais ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont un gros capital. Sinon, il y a des contrats à terme, des contrats futurs, des options, mais je détaille pas ces investissements, c'est dans une optique d'investissement un peu moyen-long terme, et je trouve que c'est pas spécialement pertinent, et c'est un peu trop complexe pour ce podcast. On arrive bientôt à la fin de cet épisode sur tout savoir sur l'or, mais il y a quand même une question importante qu'on doit se poser. Est-ce que l'or, c'est encore un investissement d'avenir ? Est-ce que l'or, c'est toujours pertinent ? Déjà, il faut savoir que l'or est toujours très intéressant pendant les périodes d'incertitude économique, pendant les périodes d'inflation, de dévalorisation de la monnaie, etc., comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Ces performances, elles montrent très bien sa capacité de valeur refuge. Par contre, il y a quand même un risque important à noter si vous décidez de garder de l'or sur une période relativement longue, sur 10 ans minimum. C'est que c'est un actif qui permet de se protéger dans les périodes incertaines. Ça, très pertinent. Sauf que dans les périodes de marché haussier, où l'économie et la croissance se portent plutôt bien, l'or il va certainement sous-performer d'autres classes d'actifs, comme le marché des actions. Par exemple, le S&P 500, qui est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, il fait 10% de rendement par an en moyenne, contre 8% par an pour l'or. Et en général, les investisseurs connaissent le marché. C'est pour ça qu'on voit souvent des rotations de liquidités de l'or vers des actifs plus risqués, pour obtenir plus de rendement quand l'économie globale se porte bien. C'est pas le cas en ce moment, donc l'or offre des performances qui sont assez exceptionnelles, mais ça m'étonnerait pas que quand l'inflation redescende et que la situation se stabilise, l'or soit un investissement moins attractif, un peu plus mis de côté par les investisseurs. On a vu aussi que la valeur de l'or, elle vient en partie de sa rareté, de sa quantité très limitée sur la planète. Donc est-ce qu'il est techniquement possible d'en créer plus ? Ce qui réduirait forcément sa valeur si la quantité d'or en circulation augmenterait. C'est tout à fait possible, physiquement, de créer de l'or en modifiant les atomes et les électrons, du mercure par exemple, mais c'est tellement coûteux en énergie, notamment en énergie nucléaire, que personne n'a intérêt à le faire. Ça sert à rien, c'est pas rentable. Par exemple, on estime que même si le soleil explose, il n'engendrerait pas suffisamment d'énergie pour en créer. Donc bon, à quoi bon dépenser des sommes astronomiques pour produire un actif qui, s'il est disponible en plus grande quantité, perdra de la valeur ? Ça sert à rien. Les gens n'ont pas forcément d'intérêt à créer de l'or parce que ça perdrait toute la confiance et la valeur qu'on aurait dedans. Donc en fait, mettre énormément d'argent pour créer un actif qui va se dévaluer parce qu'on l'a créé, c'est pas rentable du tout. Quoi qu'il en soit, l'or c'est un actif extrêmement résilient, tellement présent depuis longtemps qu'il est aujourd'hui vu comme une excellente façon de se protéger des incertitudes de marché et de tout ce qui peut être néfaste pour le capital. Donc ça s'inscrit extrêmement bien dans une stratégie de portefeuille long terme. Vraiment, genre, ça parle de soi, ça coule de source, comme vous voulez, vous choisissez l'expression, l'or est extrêmement pertinent et il n'y a pas d'actif où on peut être aussi sûr qu'il sera toujours pertinent dans 100 ans. C'est quasiment certain, parce qu'il était pertinent il y a 3000 ans. Donc évidemment que l'or
a une place dans un portefeuille. L'or performe très bien en ce moment. Attention à ceux qui veulent profiter de la crise pour acheter de l'or. Renseignez-vous vraiment, ça ne fonctionne pas non plus complètement de cette manière-là. En général, les gens vendent l'or qu'ils ont accumulé pendant l'incertitude, ils le vendent pendant la crise, au profit de ceux qui achètent. Donc il y a un peu ce mythe sur il faut acheter de l'or, mais pas exactement. Faites attention avec ça. Mais l'or, évidemment, fera encore parler de lui pour les prochaines années. C'était tout savoir sur l'or. J'espère que cet épisode vous a plu. J'essaie un nouveau format où on plonge vraiment dans l'histoire des actifs les plus connus en investissement. Évidemment, c'est de l'ajustement, on est au début. Je pourrais faire la même chose sur le S&P 500, redites-moi si ça vous plairait, ou sur d'autres actifs, j'attends vos réponses en commentaire. Je pense que ça peut être pas mal, c'est quelque chose sur lesquelles j'ai beaucoup galéré quand j'ai commencé, de vraiment comprendre un actif. Et à mon avis, comprendre, 5 actifs en profondeur, c'est 1000 fois mieux que comprendre à moitié 50 actifs et savoir à peu près à quoi ils servent. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était le Vig. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à très vite. Ciao les potes.